Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 19 mai, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti pour un petit moment ensemble. Alors, on va commencer dans l'ordre. Déjà, je vais vous montrer, j'ai fait une petite commande chez Petroni du compte Dans Tous Mes États. Donc vous retrouverez en bio en fait tous les éléments si vous souhaitez aller sur sa boutique ou commander en direct avec elle. Donc moi j'ai craqué pour des petites nouveautés qu'elle a sorties puisque c'est une boutique d'accessoires livresques, je vais y arriver. Voilà, toujours super bien emballé. Alors ça c'est un petit marque-page qu'elle met avec un petit mot derrière. Hop. Ensuite c'est super bien emballé, franchement il n'y a rien à dire à chaque fois, c'est top. Alors je vais vous montrer ça. Waouh, j'adore. Trop joli. Donc un nouveau marque-page, parce que j'en ai jamais assez. J'aime trop les couleurs, ça fait très printanier, presque été là. Alors je crois que je tiens pas, si je l'ai pris dans le bon sens. Et j'ai commandé des petites cartes. Alors ces petites cartes, je m'en sers pour décorer ma bibliothèque, mais vous pouvez vous en servir pour envoyer, pour faire cadeau, pour... Voilà, je trouve ça vraiment trop joli, j'adore. C'est très joli cette fleur là. Voilà, donc je vais vous montrer exactement ce que je fais. La dernière fois je m'étais commandé des petits socles comme ça. Et en fait je les accroche dessus, hop. Et je les mets sur mes étagères. Donc là il y en a deux, je prends une deuxième. Et après je les mets en déco en fait, donc soit sur mon bureau, soit sur mes étagères là au-dessus que vous voyez pas, ou sur mes étagères de bibliothèque en fonction. Merci Petroni, encore une fois c'est parfait si tu passes par là. Alors niveau livre j'ai fait deux réceptions, donc j'ai réceptionné un livre qui vient de sortir aux éditions Namil, il s'agit du Cercle littéraire des rescapés du Titanic de Timothy Schaffer. C'est sa passion pour les livres interdits qui a sauvé la vie de Yorick. Alors qu'il était censé embarquer sur le Titanic en qualité de bibliothécaire, il a été mis à pied un peu avant le départ pour avoir glissé dans sa sélection des ouvrages censurés. Rongé par la culpabilité, il a du mal à reprendre sa vie. Jusqu'au jour où il reçoit une invitation à rejoindre un club de survivants un peu particulier. Tous ont failli prendre la mer ce jour d'avril 1912, mais sont finalement restés à quai. Hantés par leur chance, ils décident de se réunir au sein d'un cercle littéraire pour apaiser ensemble leurs tourments. Le portrait de Dorian Gray, Les liaisons dangereuses, ces livres que Yorick aime tant, sont une distraction bienvenue. Mais alors que tous pensent qu'ils ne connaîtront pas de plus grande tragédie, l'ombre de la Première Guerre mondiale plane sur leur destin. Alors pour être tout à fait transparente avec vous, j'avais commencé ce livre quand je l'ai reçu en ENC, donc il y a un petit moment déjà. J'ai lu je crois quelques chapitres et je n'accrochais pas du tout, donc je l'avais arrêté. Alors je sais pas si j'aurais envie de me replonger dedans, je ne sais pas du tout. Maintenant je vous invite à aller sur Instagram et de voir le retour des autres lectrices et amies. D'ailleurs je suis pas encore allée faire un tour moi-même, mais il faut absolument que j'y aille parce que peut-être que certaines arriveront à me convaincre en fait de me replonger dedans. Mais voilà, je vous avoue que pour l'instant ça a été un abandon pour moi. Vous savez, je vous dis toujours la vérité. Donc là je peux pas vous dire autre chose puisque voilà, je vais le mettre de côté, je ne sais pas si je me replongerai dedans ou pas. Ensuite j'ai reçu One Night Only de Catherine Walsh, apparaître aux éditions Talent, donc il sort cette semaine, il sera en librairie quand vous aurez ce vlog. Voilà, donc ça j'ai beaucoup trop hâte, donc c'est une comédie romantique, donc Catherine Walsh on l'a connue puisqu'on a lu... en période de Noël, on a lu Snowed In et Holiday Romance, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Holiday Romance et Snowed, que j'avais lu dans le désordre. Donc j'ai beaucoup trop hâte en fait de lire celui-ci. Qui aurait pu prédire cela? Se retrouver au même mariage en Irlande. Il y a une raison pour laquelle les aventures d'un soir sont des aventures d'un soir. Vous n'êtes pas censé vous revoir, surtout quand vous êtes la demoiselle d'honneur et qu'il est le frère du marié. Alors, franchement, ça, voilà, je pense que ça va être assez drôle et que je vais très certainement passer un très bon moment. Ensuite, j'ai terminé 3 voire 4 livres, mais le 4e, je l'ai pas là puisque c'est un format numérique que j'ai reçu de la part des éditions City. Je vais vous en parler tout de suite.
j'ai reçu en fait La femme de ménage se marie. Donc c'est une nouvelle, c'est très très court, ça fait une 60aine de pages. Le premier c'était La femme de ménage je crois, après c'est Les secrets de la femme de ménage, et entre en fait on pourrait glisser cette nouvelle entre celui-là et le dernier qui est sorti. On pourrait glisser cette nouvelle entre Les secrets de la femme de ménage et La femme de ménage voit tout. Donc c'est un tome on va dire 2.5, mais c'est vraiment pas un tome, c'est une nouvelle comme je vous dis, ça fait une 60aine de pages. Donc j'étais toute contente de recevoir ça. Parce que j'ai bien aimé, moi, cette saga, j'aime bien. Mais là, je pense que trop, c'est trop. Et je vous avoue que c'est une déception. Alors déjà, le côté nouvelle fait qu'on n'a pas le temps, en fait, de faire monter le suspense. On n'a pas le temps vraiment Alors, on connaît les personnages, mais je vous jure, on n'a pas vraiment le temps de qu'il y ait une intrigue particulière. Donc là, il se trouve qu'on va retrouver Millie le jour de son mariage. Et en fait, elle se fait harceler au téléphone par... un ancien mari en fait d'une des femmes qu'elle a aidées, puisque voilà, Millie elle aide les femmes. Voilà, donc l'intrigue c'est ça. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous raconte l'histoire dans sa totalité. Mais je vous avoue que je suis ressortie très déçue. Voilà, vraiment déçue en fermant ma liseuse hier soir. Je me suis dit ouais, ok. Je vois même pas l'intérêt qu'ils ont à éditer ça en fait. Voilà, vraiment je suis horrible en disant ça. Mais pour moi je vois même pas l'intérêt qu'ils ont à éditer ça parce que c'est une nouvelle de 60 pages. Je sais pas combien sera le livre. Faut que je me renseigne, que je regarde un petit peu puisqu'ils sont là cette semaine. Mais voilà quoi, c'est... Non, je sais pas. Bon, enfin, bref, on va passer à autre chose. Ensuite, j'ai lu Paradisio de Francesca Canacapra, donc paru aux éditions Faubourg Marigny. Il est sorti, je crois, le 2 ou 3 mai, une chose comme par là, qu'on va dire. J'ai adoré. Voilà. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais on est sur le premier tome d'une saga, et pour moi, on est sur le premier tome d'une saga très prometteuse. Dans le sens où on va... Il y a un truc, vraiment, dans cette histoire qui m'a beaucoup plu, c'est la narration. Je suis désolée pour le bruit, mais il y a des travaux à côté de chez moi. Je vais essayer de fermer la porte pour... Donc en fait, l'originalité, c'est que la narratrice est une enfant. En fait, on va découvrir l'histoire d'une famille, d'un village en Italie. Ça démarre en 1944, donc vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, et la petite narratrice Graziella, je pense qu'à l'époque, elle doit avoir 5 ou 6 ans. Donc ça, pour moi, c'est la grosse originalité. Non, peut-être un peu plus. Non, c'est ça, je pense 5 ans à mon avis. Pour moi, c'est super original dans le sens où ça donne à la narration un aspect un peu particulier. C'est-à-dire que c'est à la fois très naïf. Alors, certains diront que ça manque d'émotion, mais moi, je trouve pas que ça manque d'émotion. C'est juste que les émotions sont pas les mêmes. Puisque on est sur une enfant, donc forcément, elle voit les choses avec ses yeux d'enfant. En fait, l'histoire démarre où on va la suivre dans sa famille. Et sa famille a pris une décision radicale. Ils veulent... l'isoler dans un couvent. Ils ont trouvé un moyen en fait de la faire partir pour qu'elle soit en sécurité, parce que dans le village ça commence à être compliqué. Il y a des Allemands et il y a pas mal de personnes qui sont décédées, notamment son petit cousin. Et de là en fait ils se disent qu'ils veulent épargner leur fille, donc ils l'envoient dans ce couvent. Donc on va la suivre dans ce couvent, mais c'est assez court, c'est vraiment pas la plus grosse partie du livre. Donc on va la voir qui se retrouve dans ce couvent avec d'autres enfants sans ses parents. Et après elle revient à Paradiso. Et en fait, donc c'est une maison familiale. Dans une aile il y a sa tante, elle est avec ses parents dans l'autre aile, et on va suivre vraiment la vie. On est vraiment sur quelque chose, voilà, c'est pas un roman d'action, on est sur quelque chose de très contemplatif. Elle va nous raconter son histoire avec ses yeux d'enfant, ses joies, ses peines, ses petites misères, parce que voilà, elle a pas forcément non plus toujours la vie facile, Graziella. Mais franchement, je me suis pris au jeu. Pour vous dire, je l'ai commencé vendredi soir, je l'ai terminé samedi matin. J'arrivais pas vraiment à lâcher en fait, et pourtant c'est pas le truc addictif, c'est-à-dire que c'est pas une histoire où il y a du suspense, mais la plume elle est très accessible, elle est fluide, il est court aussi puisque je crois qu'il fait un peu plus de 300 pages, c'est le premier tome. On sent la mise en place, on sent qu'il y a des choses qui se profilent à l'horizon. Là on la voit quand même grandir jusqu'à ce qu'elle ait, je crois, 12 ou 13 ans. Donc franchement c'était
C'était vraiment... Et puis j'ai adoré l'immersion en Italie, voilà, avec la cuisine italienne, les tomates séchées, la plantation de tomates, les pizzas, enfin vraiment voilà, j'ai passé un très bon moment. Voilà, j'en avais l'eau à la bouche, j'ai trouvé ça, voilà, j'ai trouvé que c'était une belle lecture, une lecture dans laquelle on se sent bien. Voilà, c'est même s'il se passe des choses dramatiques, le fait que ça soit cet enfant qui le raconte, on va dire, on tombe pas dans le pathos, on tombe pas dans le drama. Alors oui, il y a des choses graves qui se passent, il y a des gens qui meurent, il y a des... Mais voilà, c'est vraiment la saga familiale et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Je crois qu'elle sort en 2026 et je sais que je poursuivrai quoi qu'il arrive cette saga parce que j'ai envie de savoir comment ça va tourner parce que là je sens un truc profilé à la fin et je sens que ça va poser problème. Mais bref, si vous n'avez pas encore craqué, franchement allez-y, foncez, la plume elle est top, mais vraiment top, ça se lit tout seul. Alors ensuite, je vous en avais déjà pas mal parlé dans le précédent vlog, j'ai terminé Smile de Joyce Keaton. Donc attention, trigger warning, on est sur une dark romance, on est sur un thriller psychologie. C'est une dark romance, mais une dark romance vraiment on frôle avec le thriller psychologique. Les scènes de smut, il y en a quelques-unes, mais c'est pas ce qui fait vraiment le gros du livre. Par contre, celles qu'il y a, elles sont hard. Voilà. Je ne pensais pas trouver mes limites un jour en lecture, c'est-à-dire mes limites à ce que je suis capable de lire ou pas, à ce qui ne va pas trop m'atteindre ou pas, et là j'ai trouvé mes limites. Alors c'est assez bizarre parce que je pense que j'ai peut-être lu des choses pires que ça, notamment en thriller ou avec les contes interdits. Mais là je pense que ce qui m'a vraiment dérangée c'est l'aspect psychologique et les personnages. On va faire la rencontre d'Élise. Donc Élise c'est une jeune femme de 25 ans, elle vit avec sa mère qui est bipolaire, qui a des maladies psychiques assez importantes. Elle se drogue, elle boit, enfin bon voilà, vraiment on est sur un gros cumul. Et en fait, elle va décider de l'interner d'office contre son gré pour la faire soigner. Sauf que sa mère ne l'entend pas de cette oreille-là, elle n'a pas le choix, elle se rend dans l'hôpital psychiatrique, mais elle va s'enfuir. Donc voilà, on est sur cette histoire-là. Et Élise, son combat, ça va être de récupérer sa mère. Elle ne peut pas vivre sans sa mère, elle a fait ça vraiment pour son bien, c'est pas du tout pour lui faire du mal. Et elle est complètement perdue, elle est prête à tout. Elle sait que sa mère a côtoyé une secte ou une communauté, je ne sais pas vraiment. On parle de secte, mais moi je parle plutôt de communauté criminelle. Parce que, enfin je sais pas, par rapport à mon ressenti. Elle sait qu'elle a côtoyé de près donc cette communauté qui s'appelle l'Alliance et elle va tout faire en fait pour se rendre en fait dans leur QG, essayer de les trouver et essayer de se faire intégrer dans cette communauté. Et là, on va faire la rencontre de Jared, qui est donc le gourou de cette communauté, qui est celui en fait qui a la tête de tout ça. Et je dois vous dire que j'ai pas du tout, mais alors pas du tout adhéré au personnage. C'est-à-dire que parfois on a des personnages à la moralité douteuse, là on est plus que sur de la moralité douteuse, mais je leur trouve quelque chose, je leur trouve un certain attrait, je leur trouve quelque chose qui m'attire, qui fait que je vais avoir par exemple de la compassion, ou là j'ai même pas eu de la compassion pour Élise. Toutes ces décisions elles sont stupides, notamment avec son chien. Bon bref, voilà, vraiment ça a failli j'ai failli arrêter ma lecture au bout d'une centaine de pages à cause du chien, bon enfin... Voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais toutes ces décisions, je les ai trouvées stupides. J'ai pas du tout compris la romance entre les deux, j'ai pas du tout compris l'attirance entre les deux. La fin, elle est à l'image, bien évidemment, du livre. On est sur quelque chose d'assez spectaculaire, je dirais. D'assez même invraisemblable à un moment donné, il y a des choses qui m'ont paru un peu, bon enfin après ça c'est pas très grave, mais j'avoue que là j'ai trouvé mes limites. Il y a 2-3 scènes de smut que j'ai trouvé absolument abominables. Voilà, et en fait ce qui m'a fait continuer c'est la plume de l'auteur, parce que ça il n'y a rien à dire, c'est bien écrit. Voilà, pour de la dark, enfin on va dire pour de la dark romance, non mais souvent on émet la critique de dire que les dark romances ou les romances, je vois passer en ce moment, j'ai regardé pas mal de vidéos, je ne citerai pas de youtubeuses en particulier, mais qui ont un peu, c'est un peu leur cheval de Troie, de dire, bon,
voilà, la dark romance dans les rayons. Alors oui, bien évidemment que la dark romance, ça doit être contrôlé, bien évidemment qu'on ne doit pas faire lire ça aux mineurs, alors celui-là encore moins, bien évidemment, mais après chacun est libre de lire ce qu'il veut. Moi, il y a des choses que certaines personnes lisent que personnellement je ne lirai pas, pourtant je ne le critique pas pour autant, puisque j'estime, je pars toujours du principe, je ne vais pas repartir dans ce débat-là, mais que chacun est libre de lire ce qu'il veut. Le tout étant d'être averti. Moi, je vous l'ai déjà dit, je pense, je ne lis jamais les trigger warnings. C'est-à-dire que là, le résumé m'a tiré parce que ça parlait de secte, parce que j'avais aimé La Plume de Joyce Keaton l'année dernière quand j'ai lu Borderline. Le tome 1, le tome 2, je l'avais pas aimé, mais pareil, je remets pas sa plume en cause. Donc voilà, j'étais attirée, j'avais envie de le lire. Moi je ne lis pas les trigger warnings, mais en même temps à l'âge que j'ai, bon voilà quoi, je veux dire c'est pas très grave. Maintenant évidemment qu'on va pas mettre ce genre de livre entre les mains des adolescentes. Voilà, après il y a des livres vers lesquels j'irai pas, par exemple Captive, je ne l'ai jamais lu, Lexton, j'ai jamais lu non plus, ça m'attire pas forcément. Après moi tout ce qui est vraiment très gore, ça m'attire pas quoi, je veux dire tout ce qui est, ou alors où il y a un vrai problème de consentement avec... des viols ou des choses comme ça m'attire pas. Voilà, c'est pas mon délire. Mais après, je respecte qu'il y ait des gens qui puissent apprécier ce genre de lecture et que voilà, c'est pas mon cheval de bataille. Moi, personnellement, chacun lit ce qu'il veut. Là, on est sur une plume plutôt bien, c'est bien écrit, ça se lit très bien, c'est fluide, c'est addictif. J'ai retrouvé ce que j'avais trouvé au départ dans Borderline. Ce qui m'a dérangé, c'est plus le fond de l'histoire que la forme, en fait. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de violence gratuite. Bon, l'histoire avec le chien, voilà. Bon, bref. J'ai pas compris la relation, en fait. C'est-à-dire que dans la dark romance, j'ai souvent du mal à comprendre comment la romance va être amenée et comment la romance, en fait, va pouvoir vraiment exister. Et là, clairement, j'ai pas compris. Voilà. Là, j'avoue que ça m'a laissé un petit peu, voilà, Donc, après, la thématique... de la secte est plutôt bien exploité. Ici, le maître mot, c'est vengeance. On le comprend très rapidement. On comprend très rapidement que nos deux personnages, en fait, vont vouloir se venger de quelque chose. Elle, de la perte de sa mère. Et lui, de tout un tas d'autres choses que j'avais pas forcément vu venir. Mais... je ne sais pas, le personnage masculin m'a vraiment dérangé ici, j'ai trouvé vraiment, voilà quoi, rien, rien de bien. Il y avait pour moi rien de bien à en tirer, mais bon, après je pense que voilà, ça peut trouver son public, et je lui souhaite de trouver son public. Moi c'est vrai que j'ai atteint mes limites avec cette lecture-là, je sais que voilà, il y a des choses qui ne passent pas, et que ça pour le coup c'est pas passé. Donc voilà, ça sera tout sur ce livre, je pense que pour un livre que j'ai pas forcément ultra apprécié, j'en ai beaucoup parlé. Et ensuite, il me restera à vous parler de Wine Life Stand de Hannah Bonan-Young, à paraître aux éditions Addictive cette semaine. Je vous ai montré la box la semaine dernière, j'ai fini hier soir, mais là, malheureusement, je dois repartir travailler, donc je vous reprends demain et je vous en parle bien évidemment. Et je vous dis à plus tard dans la semaine. Alors, je vous reprends enfin, on est le lundi 26 mai. Oui, j'ai complètement déserté. Alors j'ai complètement déserté pour plein de raisons. Déjà par manque de temps, parce que je vous avoue que en ce moment, les journées, j'ai l'impression qu'elles défilent à toute vitesse. Et j'ai de moins en moins de temps en fait pour faire tout ça, c'est-à-dire toute la création de contenu, parce que derrière les vidéos, il y a quand même pas mal de travail, de photos, de vidéos, enfin bon, bref, je suis pas là pour me plaindre, puisque j'adore faire ça, mais je vous avoue qu'en ce moment, je suis un petit peu dépassée par les événements. Ensuite, il y a d'autres choses qui se sont greffées sur tout ça, qui ont fait que j'étais pas forcément au top, au niveau moral, au top, au niveau de l'engouement, enfin bon. Voilà, je vais pas non plus m'étaler pendant 2 heures, mais j'avais besoin d'une petite pause. Alors c'est pas grave, on se retrouve aujourd'hui. Je vous mettrai quand même ce que j'avais déjà commencé à filmer, donc vous l'avez déjà vu puisque vous êtes arrivé jusqu'ici. Mais effectivement, par contre, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors je ne sais pas si je vais tout faire dans cette vidéo ou si je vais couper en plusieurs morceaux parce que ça risque de faire beaucoup. Mais pour tout vous dire, j'ai 2 réceptions à vous montrer que j'ai juste préouvert, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. J'ai fait quelques petits achats. Voilà, donc j'ai fait quelques petits achats, mais dans mes achats en plus il y a des choses que j'ai déjà lues, qui sont du coup dans la pile des livres que j'ai déjà lus.
Et j'ai tous ces retours à vous faire. Alors je vous avais déjà parlé de One Stand of Life puisque je devais... non, One Life Stand, je devais vous reprendre exprès en fait la semaine dernière et je suis jamais revenue pour vous parler de ce livre. Voilà, bon. Et celui-là que j'ai reçu et que j'ai lu... Alors celui-là je l'ai acheté et lu directement, pépite, gros coup de cœur. Et celui-là, je l'ai reçu et lu instantanément, puisque je l'ai reçu vendredi. Je venais à peine de terminer lui. J'ai enchaîné, je l'ai lu d'une traite. Bon, voilà. Pour vous faire un petit peu le retour. Alors, je vais ouvrir ça, parce que je suis curieuse quand même de voir ce qu'il y a dedans. Alors, donc ça me vient des éditions... Hop, rien. Des éditions Talent. Et c'est le dernier volet de la saga Pole Position, donc qui concerne Riccardo Adessi, qui est le patron, le grand patron de la Scuderia. Il m'a l'air un peu plus court que les autres, celui-là, puisqu'il fait 342 pages, alors que d'habitude on est sur un peu plus de 400 pages. Donc je vous le montre, il est super beau. Et si je dis pas de bêtises, alors je sais qu'il sort en juin, mais j'ai plus la date exacte, j'essaierai de la retrouver et de vous la mettre... là. Et ensuite, j'ai reçu celui-ci, donc qui me vient des éditions Micha, donc vous pensez savoir ce que c'est. Voilà, hop, j'ai fait bien du bruit. Le petit mot de Louise, comme à chaque fois, ça fait toujours super plaisir. Et là, par contre, tenez-vous bien, parce que la couverture, je la trouve mais absolument dingue. Oui, évidemment, on va me dire, il y a un papillon dessus. Ben oui, forcément, il y a un papillon dessus, donc j'adore. Donc celui-là, je ne sais plus non plus quand c'est qu'il sort. J'essaierai de retrouver tout ça et de vous le mettre. Deuxième consumé, Un seul paradis. Alors, je vous lis pas la quatrième. Par contre, c'est un beau bébé. Hein. Ah oui, on est quand même sur un 600... Plus de 600 pages. Il est bien costaud. Mais voilà, j'ai hâte de le découvrir. Je vous lis pas le résumé parce que déjà que il y a beaucoup de choses. Si je commence à vous lire tous les résumés, on va pas s'en sortir. Alors ensuite, dans mes achats, je me suis pris Les Sorcières du Phare de C.J. Cook aux éditions Hauteville. Donc il vient tout juste de sortir en version poche. Il m'intéressait. Je l'avais vu passer quand il était en version brochée, puis je l'avais pas acheté finalement. Bon, j'avais bien fait parce que je suis pas sûre que je l'aurais forcément lu directement. Mais une chose est sûre, c'est que là, j'ai très envie de le lire. Alors, je ne sais pas si je vais le lire maintenant ou si au vu de son titre, je vais me le garder pour la période d'automne. Enfin, je sais pas. Ça va dépendre un petit peu du temps que j'ai. Et voilà, de comment j'organise ma page. En ce moment, je vous avoue que je choisis vraiment... je fais aucune prévision. C'est-à-dire que quand je termine un livre, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai envie de lire? Et je choisis un autre livre. Ensuite, j'ai pris bien évidemment le tome 2 du Secret des Agapantes, Stella et Hortense. Alors celui-là, je me languis vraiment beaucoup de le lire, mais j'attends Aurélie. Donc j'espère qu'on va pouvoir le caser assez rapidement parce que franchement, il me fait très très envie. Vous savez, Clarissa Barr, c'est un petit peu mon rendez-vous annuel. Ensuite, je me suis procuré, d'ailleurs, j'avais pas vu, mais il est énorme lui aussi, hein, 700 pages. Oui. Midnight Kiss d'Acacia Black. Donc Acacia Black, c'est l'auteur de My Missing Piece, qui est désormais édité aux éditions Hugo. Bon, alors elle a changé de maison d'édition, mais j'ai tellement aimé... Alors la couverture, elle est trop jolie là aussi, hein, il y a des trucs en reflet. J'ai tellement aimé en fait My Missing Piece que forcément j'ai envie de renouveler l'expérience avec l'auteur. Donc je ne sais pas, affaire à suivre, on verra. Ensuite, c'est une suite de sagas, c'est le dernier conte, Perle Bleue, donc c'est le tome 3 de la saga Le Dernier Conte d'Alexiane Chill. J'ai beaucoup trop hâte aussi de le découvrir puisque voilà, c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. C'est une revisite de conte, mais une revisite de conte vraiment très originale qui fait que voilà, ça me donne envie de continuer à chaque fois, même si je vous avais dit que le tome 2, j'avais eu quand même un temps un petit peu mort dans ma lecture où j'avais trouvé ça un peu long, un peu lourd. Mais voilà, on est sur une saga en 4 tomes, donc forcément, voilà. Par contre, ce qui me manquait, et ça je vais voir un petit peu si ça s'améliore dans celui-là, c'était le côté romance, puisqu'on me parle de romantaisie. Après, si on m'avait vendu de la fantaisie, bon, je chercherais pas forcément à ce qu'il y ait de la romance dedans, mais là on m'a vendu de la romantaisie, donc c'est vrai que je m'attends quand même à trouver un petit peu de romance dedans. Alors ensuite on va faire, je vais essayer de faire dans l'ordre de lecture, donc je vais enfin vous parler de One Life Stand de Hannah Bonan Young. Donc ce livre je l'avais reçu en box, je crois que je vous avais fait l'unboxing d'ailleurs ici sur la chaîne.
Et il y avait plein de choses qui m'intriguaient dans cette box, notamment des petits chaussons de bébé, notamment planning. Enfin voilà, il y avait vraiment des choses qui m'intriguaient énormément et j'ai eu bien évidemment mes réponses. Je m'étais pas trompée. Après, je vous avoue, j'ai fait une chronique sur Instagram où j'ai pas forcément dévoilé cette chose-là. Parce que je me suis dit que ça serait cool de garder le secret et de laisser un petit peu les gens pas forcément savoir dans quoi ils allaient se plonger. Et puis j'ai vu que c'était dit, la maison d'édition elle-même dans son trailer le disait, donc là je me dis que sur la chaîne je vais un petit peu plus vous en parler en détail. Donc ici on va faire la rencontre de Win et de Beau. Ils se rencontrent dans une soirée Halloween chez la meilleure amie de Win. Et en fait, alors c'est deux personnages assez atypiques, alors déjà parce qu'ils ont tous les deux un point commun, ils ont un handicap. Donc elle a un problème à une main, une malformation en fait qu'elle a de naissance, et lui il a une jambe de bois, donc il a eu une amputation de la jambe, je crois, au niveau du genou. Donc voilà, déjà ça leur fait un petit point commun. Ils vont ils vont discuter dans cette soirée, puis ils vont faire un rapprochement. C'est ce qu'on appelle entre guillemets un coup d'un soir. Donc il devait rester un coup d'un soir. Sauf que quelques semaines plus tard, Win va s'apercevoir qu'elle a gardé un petit cadeau de cette aventure d'un soir. Donc c'est des personnages quand même qui sont sur la réserve, c'est des personnages qui ont quand même pas mal souffert, c'est des personnages qui ont un passé assez lourd, et c'est ça que j'ai bien aimé. Puisque même si on part sur les chapeaux de roue, puisqu'on a dès le départ une scène spicy, puisque forcément c'est un coup d'un soir, ensuite on va partir sur un très long slow burn qui nous... Voilà, qui nous donne un petit peu chaud, qui nous tient bien en haleine. Et on va découvrir les personnages, on va découvrir leur histoire, leur passé, on va les voir se rapprocher, il va y avoir une proximité forcée. Mais j'ai trouvé que c'était un roman qui était plein de pudeur, alors je ne sais pas. Pour moi, c'est pas de la new romance. Voilà, quand j'ai eu fini et tout, pour moi, on est vraiment sur de la romance contemporaine, comme on va pouvoir lire par exemple du Ali Hazelwood, même si je suis pas forcément ultra fan de l'auteur, ou encore du Émilie Henry, même si pareil, j'en avais aimé un, puis après j'avais retenté l'expérience avec l'auteur, ça avait pas trop matché et j'ai pu retenter depuis. Pour moi on est vraiment dans cette niche là, et c'est vrai que c'est pas forcément une niche qu'on rencontre régulièrement chez Addictive. Mais franchement j'ai beaucoup aimé, c'est pas un coup de cœur mais c'est une très bonne lecture, et il y a justement cette thématique de la surprise qui est relativement bien abordée, qui donne un petit truc en plus en fait à l'histoire. Donc franchement j'ai vraiment aimé, donc si ça vous tente n'hésitez pas, allez-y. En plus vraiment, alors moi je suis vraiment beaucoup trop fan de la couverture, j'ai d'ailleurs fait une page dont je vous montre régulièrement, je crois, mon carnet pour le bilan, mais je fais aussi, alors pas pour tous les livres, mais pour certains livres en fait je fais des pages dans mon journal, et là j'ai fait une page, voilà, je lui ai fait une petite page attitrée. Et voilà, parce que j'aimais trop la couverture et j'essaie de justement retracer un petit peu l'ambiance. J'essaye à chaque fois de remettre un petit peu l'ambiance du roman dans mes pages sur mon carnet. Donc ça, c'était pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu One Night Only. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que je l'ai enchaîné. J'ai enchaîné ces deux livres et qu'on est un peu sur la même trame, c'est-à-dire qu'on est aussi sur un coup d'un soir. Sauf que là, on est pareil, sur un coup d'un soir qu'on n'avait pas l'intention de revoir, mais qu'on va être obligé de revoir, puisque il se trouve que ce fameux coup d'un soir est... elle va le retrouver en fait au mariage de sa meilleure amie dont elle est témoin, et qu'en plus c'est le frère du marié. Donc forcément, cerise sur le gâteau, évidemment qu'elle va être obligée de le revoir, et voire même de le supporter pendant une semaine, puisque le mariage se déroule en Irlande, et donc elle va passer une semaine en Irlande pour tout ce qui tourne autour de ce mariage. Donc on va faire la rencontre de Sarah. Sarah, c'est une working girl. Sarah, elle bosse dans l'architecture en fait, elle est architecte intérieur, elle refait des décos d'endroits, tout ça.
Elle a une promotion en fait qui lui est un petit peu passée sous le nez. On va voir qu'il y a une petite intrigue au niveau de son travail aussi, donc ça c'était super cool. Et puis il y a cette histoire avec Declan, puisqu'elle va le retrouver au mariage de sa meilleure amie et quelle ne fut pas sa surprise quand elle voit son dernier coup d'un soir qui est là parmi les invités et qu'elle se rend compte que c'est le frère du marié. Donc voilà, c'est assez drôle, c'est divertissant, et en même temps on ne tombe pas dans de la mièvrerie. Là aussi on va partir après, on a un petit côté proximité forcée, un côté enemy to lovers, mais on va surtout partir sur un long slow burn puisque elle fait tout pour le repousser. Enfin c'est assez vraiment la relation c'est chien et chat. Il y a un petit côté grumpy sunshine un peu, surtout lui qui est très grumpy, mais bon voilà. Ce que j'ai adoré, c'est le dépaysement en Irlande, retrouver la plume de Catherine Walsh, donc on avait découvert avec ses romances de Noël que j'avais bien aimé. Et là, c'est encore mieux, j'aime autant en fait dans une comédie romantique classique, comme je vous dis, parce que déjà les personnages sont bien construits, il y a une certaine profondeur dans les personnages, et on tombe pas dans le trop cliché, dans le trop. Voilà, parce que moi ça me fait toujours peur. Je sais qu'après, au bout d'un moment, c'est ce que je vous disais, justement quand j'ai lu le tome 2 de la saga Pole Position, c'est qu'à un moment donné, j'ai un peu peiné pendant la lecture parce que j'avais l'impression qu'avec ça, voilà quoi, j'aime bien la comédie romantique, j'aime bien qu'il y ait des petits passages un petit peu drôles ou des choses un peu machin, mais après quand c'est trop, ça devient, pour moi, personnellement, ça devient lourd et j'ai du mal à avancer dans l'histoire. Mais celui-là, franchement, je vous le recommande. Ça y est, il est dispo en librairie. La couverture, elle est toute mignonne. L'histoire, elle est trop sympa. J'ai bien aimé la fin. J'ai bien aimé la tournure de l'histoire parce que tout n'est pas forcément prévisible, justement, comme c'est beaucoup le cas dans les comédies romantiques. Là, on est vraiment sur des petites choses qui sont pas forcément prévisibles. Donc, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai enchaîné avec Ne reste que la nuit de Rose Mallet. Alors Rose Mallet, je vous en ai reparlé il y a pas longtemps avec Et ensuite le silence. Je sais toujours pas où est le livre. Il faudrait vraiment que j'arrive à retrouver le livre, mais je vous assure, je ne sais vraiment pas où j'ai rangé le livre et ça m'embête vraiment parce qu'en plus c'est un livre que j'aime trop. Ça m'embête parce que c'est un livre que j'ai adoré et je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc il est dans ma bibliothèque, c'est sûr, puisque je garde tous mes livres, ou alors les livres que je garde pas en général, c'est des livres que j'ai pas lus. Donc celui-là il y est, c'est sûr. Mais bref, bon, donc je l'ai reçu de la part des éditions du Gros Caillou d'agence Gilles Paris, et franchement je les remercie s'ils passent par là. J'ai encore passé un excellent moment, j'ai été ravie de retrouver la plume de Rose Mallet. C'est une plume qui est fracassante, je dirais, je sais pas comment dire, mais vraiment c'est une plume, voilà, c'est tellement bien écrit, c'est tellement, elle nous alpague dès le départ en fait, et elle nous lâche plus en fait jusqu'à la fin. Alors ici je tiens quand même à dire, j'ai adoré. Je sais pas comment on peut dire j'ai adoré une lecture comme ça, puisqu'on est quand même sur une lecture très difficile, on est sur un thriller psychologique qui va mettre en exergue des thématiques vraiment bouleversantes, des thématiques qui dérangent, des thématiques qui moi personnellement m'ont vraiment beaucoup remué. On est sur un drame familial, en fait on va se retrouver dans une salle d'interrogatoire avec une jeune fille qui s'appelle Lila et un policier qui s'appelle Serge. Et ce policier en fait, alors dès le départ on sent que ce policier il a des failles. C'est-à-dire que ce policier il est borderline. Alors ça c'est un petit truc qui m'a un petit peu... Au départ, alors ça m'a pas dérangé, mais j'en ai un peu marre, j'avoue, de ce cliché du flic cassé en permanence. Dans tous les thrillers, on a toujours le flic qui a vécu un truc machin, qui est devenu alcoolique, qui est complètement brisé et qui... Voilà, bon ça, j'avoue que c'était un petit peu en trop pour moi, ça m'aurait pas dérangé que ça soit quelqu'un en fait de normal. Mais après, vu la tournure de l'histoire, finalement... Bon, ça apporte quelque chose à l'histoire. Ça, voilà. Je peux pas vous dire quoi, mais ça apporte quelque chose à l'histoire. Et entre parenthèses, quelque chose que je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout vu venir. Contrairement à l'histoire principale, c'est-à-dire l'histoire de Lila et d'Antoine, où là, par contre, j'ai, à un moment donné, j'ai deviné. Alors j'ai pas tout deviné, mais je me suis doutée de quelque chose par rapport à ces personnages-là, par rapport à ce qui s'était passé ce jour-là. Il y a quelque chose qui m'a fait tilt, voilà.
Donc à un moment donné, j'ai eu un doute, et effectivement, en me disant mais c'est quand même très gros. Mais finalement, mon doute s'est avéré vrai. Donc on va faire la rencontre de Lila. Lila, c'est une jeune femme. Elle est ici, elle est dans une salle d'interrogatoire parce que ils ont vécu une nuit dramatique. Il y a eu vraiment un gros drame dans la famille. Elle partageait sa vie avec son petit frère et avec son père. Sachant que sa maman est décédée en mettant au monde son petit frère. Alors déjà il y a cette maman qui n'est plus là, il y a cette culpabilité en fait chez Antoine qui il est né de la mort de sa mère quelque part, je sais pas si voilà si c'est très clair ce que je vous dis, et elle culpabilise parce qu'elle réclamait un petit frère ou une petite sœur à ses parents et que sa mère en est morte quelque part. Donc il y a une culpabilité massive. Vraiment Rose Malet a un don pour nous créer des personnages mais d'une profondeur incroyable, avec une psychologie mais au millimètre, et elle a vraiment un truc. Alors je vous avoue que celui-ci quand même m'a dérangé, c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est que au niveau de ma lecture, il y a des moments où j'étais hyper mal à l'aise, mais quelque part c'est ça que je recherche. C'est-à-dire que pour moi un bon thriller psychologique, il doit me bousculer. Il doit me mettre mal à l'aise, je dois me sentir waouh, enfin non mais avec des choses improbables, et je dois surtout être totalement addict à ma lecture, et là ce fut le cas puisque je l'ai démarré et en fait j'ai lu la moitié, puisqu'il y a deux parties, c'est-à-dire il y a une partie, une personnage, la deuxième partie c'est un autre personnage. Donc j'ai vu quand j'ai terminé, que j'allais passer au deuxième personnage, je me suis arrêtée, j'ai fait à manger, on a mangé, et après manger j'ai repris et j'ai terminé. Donc j'ai lu vraiment dans la foulée, voilà. Je pouvais pas le lâcher, je voulais avoir le fin mot de l'histoire, et surtout j'avais des trucs qui me tarabiscotaient dans la tête où je me disais mais il y a dû y avoir quelque chose, et bon bah voilà, je me suis pas forcément trompée. Donc franchement, si vous aimez les thrillers psychologiques, allez-y, foncez et lisez-le. Lisez-le parce que c'est époustouflant, vraiment. Rose Malet, plume à suivre, vraiment, elle mérite. Elle a gagné le coquelicot d'or, le coquelicot noir, je crois. Le prix du coquelicot noir avec ensuite le silence. Et c'est totalement mérité. Ce roman, il m'avait... Mais comme celui-là, en fait. C'est des romans qui vous laissent... comme ça à la fin vous finissez, vous dites non mais c'est pas possible, voilà. Donc bref, si vous hésitez encore à découvrir l'auteur, allez-y, foncez, celui-là sera en librairie le 5 juin, et ensuite le silence est déjà disponible. Alors pour aujourd'hui, je vais vous laisser là puisque je dois retourner travailler et je vous reprends demain, cette fois c'est sûr, je vous reprends demain pour vous parler de ces deux-là, et en plus c'est de super bonnes lectures. J'ai lu enfin À quai de revanche, je vous en parlerai parce qu'on a fait une LC, l'auteur a organisé une LC en collaboration avec moi, on a fait ça, donc voilà, c'était super cool, même si j'ai lu le livre en 24 heures et que bon, il y en a qui l'ont pas encore fini mais c'est pas grave, et il faut que je vous parle de cette pépite, le carnet de Lady Rebecca, et je vous dis à plus tard dans la semaine. Alors je vous reprends, on est mardi 27 mai, oui, je n'ai pas redisparu pendant une semaine. Alors je vous reprends, j'avais un petit colis dans la boîte, donc c'est un livre que j'attendais, et je peux même vous dire une chose, c'est que tellement je l'attendais, j'ai envie de le commencer tout de suite. Il s'agit de la bibliothèque du dernier wagon de Brianna Labusque, à paraître aux éditions HarperCollins. Donc je vais voir sa date parce que j'ai pas la date en tête. Le 4 juin. Donc il sort la semaine prochaine. On va tout de suite enlever ça, inspiré d'une histoire vraie. Hop. On va tout de suite enlever ça et je pense que je vais vous lire la 4e de couverture. Montana 1936. Envoyée pour sauver une maison d'édition en difficulté, Millie Lang se heurte à une équipe convaincue d'être victime de sabotage. Certains secrets de l'Ouest américain sont-ils trop dangereux pour être révélés? La mystérieuse bibliothèque Alice Munro semble en savoir plus qu'elle ne le laisse paraître. Des années plus tôt, Alice avait fondé une bibliothèque itinérante, un wagon rempli de livres sillonnant les terres arides du Montana, pour offrir aux ouvriers isolés un peu d'évasion. Elle croyait avoir trouvé en Colette Durand la bibliothécaire idéale. Mais la jeune femme n'est jamais revenue de voyage inaugural du wagon bibliothèque. Après que Millie exhume ce trouble passé,
les destins de ces 3 femmes s'entremêlent dans une quête où les livres ne sont plus de simples pages, mais des passerelles entre les époques, porteurs d'espoir, de souvenirs et de liberté. Inspiré d'une histoire vraie, un roman vibrant sur la force des mots et celles qui les défendent. Waouh. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai tout jeté par terre encore, j'ai fait n'importe quoi. Donc c'est pas grave, c'est pas ça que je voulais jeter en plus. Donc voilà, et donc il sort le 4 juin, je vous ai dit, il fait 543 pages et franchement je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Bon, là je viens tout juste de commencer un livre, mais je pense que derrière je vais enchaîner avec celui-là, c'est sûr. La couverture elle est beaucoup trop jolie et l'histoire me tente beaucoup trop. Voilà, c'est une période, c'est un endroit, bref, j'ai trop hâte. Alors ensuite on va terminer les petits points lecture. Alors j'ai lu le dernier tome de la saga The Wolf Legacy. Donc j'ai sorti les 3 parce que je viens de faire une vidéo pour TikTok. Donc c'est le 3e et ultime tome. On peut dire que cette saga elle termine en beauté. Donc pour mémoire, les frères Wolf, ils y sont 3. Il y a Noah qui est l'aîné, Liam le second et Xanders le dernier. C'était le dernier qu'il nous restait en fait à découvrir. Ces 3 frères qui ont grandi dans un milieu de cambrioleurs de haut vol. Ils ont assisté à un drame puisqu'ils ont vu leur père se faire arrêter et leur mère mourir sous leurs yeux, tués par les policiers en fait qui étaient sur place pour arrêter son père. Et celui qui en a le plus souffert, c'est Xanders. Dès le départ, on ressent, de toute façon, dès le premier tome, en fait, on se rend compte que c'est un garçon qui renferme beaucoup de douleur, que c'est un garçon qui est complètement... qui renferme tout en lui, qui a gardé tout ça, qui a pas du tout tourné la page. Et surtout, là, ici, il est question de vengeance, puisqu'il a soif de vengeance. Il veut absolument retrouver le flic qui a tué sa mère et mettre un terme à sa vie comme il l'a fait avec sa mère. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu une ordre d'idée de l'histoire. Donc on est quand même sur un tome qui est beaucoup plus sombre que les premiers, j'ai trouvé. Mais pour moi, c'est mon tome préféré. Donc on va pas tourner autour du pot, c'est mon tome préféré, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà par les personnages. Xanders m'a bouleversée, m'a beaucoup touchée. J'ai adoré ce petit, on dirait presque un enfant, il a un côté très enfant qui est vraiment... Là, on apprend à le connaître, on apprend à le découvrir, donc il a un côté très enfant qui fait que on a envie limite de le prendre dans les bras et de lui dire viens, ça va s'arranger. Et il va faire la rencontre en fait de Kristen dans ce tome, puisqu'il va se rendre dans une petite ville à côté de Seattle où en fait vit le fameux flic qui a abattu sa mère. Et il va faire la rencontre de Kristen. Kristen, c'est une native américaine. Voilà. Donc Kristen, j'ai de suite accroché parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est quelque chose qui m'attire toujours dans les romans ou dans les films. Et là, franchement, j'étais trop happée dès que j'ai vu qu'elle était, que c'était une Indienne d'Amérique. Et franchement, j'avais trop envie de découvrir son histoire. Donc elle aussi, elle a une histoire un petit peu compliquée. Elle aussi, elle a pas mal souffert. Elle a pas eu un parcours forcément très facile. Et la rencontre entre les deux, elle est géniale. Parce que lui, il est très renfermé, très dans son truc de vengeance. Il souffle chaud, il souffle froid. Alors qu'elle, elle est tout l'inverse. Elle, vraiment, c'est quelqu'un d'hyper lumineux, c'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un qui rempli de bienveillance. Franchement, j'ai adoré ce personnage. Vraiment, aller à tomber par terre. Donc voilà, l'histoire entre les deux, c'est un long slow burn qui va vous faire suer des gouttes comme ça. Franchement, j'attendais qu'un moment, c'est qu'il consomme un petit peu toute cette tension qui était montée. Non, franchement, j'ai adoré vraiment ce tome, il est superbe. Et puis surtout, il dégage vraiment un joli message par rapport à la vengeance. Parce qu'elle n'est pas forcément salutaire et qu'elle va pas forcément tout résorber. Mais voilà, franchement j'ai adoré ce tome et je vous recommande encore une fois, j'ai bien fait de les sortir, je vous recommande encore une fois toute la saga, vraiment saga pépite addictive, je la suis depuis le départ, j'adore, en plus l'auteur elle est juste trop sympa, on peut discuter avec elle, on peut lui poser plein de questions, enfin franchement vraiment, voilà, rien à redire, cette saga ça fera vraiment partie d'une de mes sagas phares de cette année. Ensuite, côté lecture... J'avais commencé celui-ci dimanche soir et je l'ai abandonné à 200 et quelques pages hier. Donc il s'agit de Dis-moi oui de Amélie
Cove, paru aux éditions Hugo en format poche directement. Donc on est sur une romance à double temporalité, c'est ce qui m'a attirée, c'est ce qui m'a appelée. Mais clairement, je me suis ennuyée. On va faire la rencontre de Sophie. Sophie qui un soir, en fait, en sortant avec ses copines, elle est à New York, mais c'est pas là qu'elle habite, elle va faire la rencontre d'un certain Scott, elle va passer une nuit qui va un petit peu la marquer, et qui va marquer vraiment qui va la marquer, voilà, on va dire ça. De là, elle rentre dans là où elle habite, et il lui a laissé son numéro, mais elle ne le rappellera jamais. Elle revient habiter à New York 2 ans plus tard, et par hasard, elle le croise dans la rue. Voilà, pour vous donner un petit peu le pitch. Alors on alterne entre des chapitres dans le passé et des chapitres dans le présent. Mais clairement je me suis ennuyée et surtout que le gros du truc il est dévoilé au bout de 200 pages. Donc je me demande à quoi servent les 200 pages restantes. Alors j'aime les histoires de seconde chance, j'aime les doubles temporalités, mais là je dois vous avouer que je me suis ennuyée. Alors je sais qu'il y en a plein qui l'ont aimé, je sais qu'il y a eu des coups de cœur sur ce livre. Moi ça n'a pas matché, alors c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas... Enfin bref, next, on parle d'autre chose. Le dernier livre dont je dois vous parler, c'est Le carnet de Lady Rebecca et c'est un énorme coup de cœur. Alors pour la petite histoire, j'ai vu passer ce livre bien évidemment puisque je suis de près certaines des lectrices Charleston, notamment Sarah, du compte Les Lectures de Sarah. Et j'avais suivi quand elle l'avait lu, elle avait dit qu'elle avait eu un coup de cœur, elle en a fait un super beau retour. Mais moi personnellement ce livre ne m'attirait pas pour la bonne et simple raison qu'on est sur une romance Régence et que je m'attendais à une romance du genre Bridgerton, je sais pas si je le dis bien, pour saga pour laquelle j'avais lu 2 tomes, les 2 premiers tomes en fait qui sont réunis dans un seul livre et j'ai jamais continué, donc c'est assez révélateur du fait que ça ne m'a pas forcément passionnée. Et la semaine dernière, bon j'ai vu passer des retours dithyrambiques sur ce livre, donc je me suis dit quand même et tout ça me titillait un petit peu. Puis la semaine dernière Aurélie l'a lu, donc la semaine dernière en fait Aurélie l'a lu, et quand elle a commencé elle me dit je comprends pas pourquoi tu prends pas ce livre parce que il te plaira, c'est sûr, c'est un livre qui est fait pour toi. Bon, bien évidemment, il n'en fallait pas plus pour me convaincre, je suis allée l'acheter, je me suis lancée dedans et j'ai dévoré ces 600 et quelques pages, ce gros pavé, puisque bon, Charleston quand même c'est de beaux pavés. J'ai dévoré ce beau pavé en 48 heures, tellement je me suis régalée. On va faire la connaissance de Rebecca. Rebecca est étudiante en égyptologie. C'est une bonne étudiante, elle a perdu ses parents, mais Rebecca elle est un petit peu solitaire, elle a pas de petite amie, enfin elle a très peu d'amis, elle a très peu de, on va dire, d'interaction sociale et elle a l'impression de ne pas être née à la bonne époque. Elle est un petit peu vintage comme elle dit, et surtout en fait Rebecca elle fait partie d'un club de Régence, je sais plus comment ça s'appelle, le Regency Revival, donc où ils font en fait des reconstitutions de la Régence. Donc là voilà Minnie de sa plus jolie robe et de ses Converse roses, parce que ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Et de ses Converse roses, elle se rend à cette reconstitution et elle va se faire aspirer par une porte et se retrouver en 1816. Voilà, donc ça c'est le pitch de départ et donc on va suivre Rebecca qui est maintenant devenue Lady Rebecca, on va la suivre en 1816 et franchement c'est une pépite, il est pépite ce livre, tellement je me suis régalée. Alors je veux pas trop vous en dévoiler mais ce que j'ai dans les grandes lignes, vraiment ce que j'ai adoré, ce que j'ai adoré en fait c'est qu'on va avoir la Régence mais sous un autre œil, c'est-à-dire qu'on va un petit peu appuyer sur les mauvais côtés de la Régence, notamment la place de la femme, puisque quand elle débarque là-bas, elle se rend compte qu'elle est sous le joug d'un tuteur, puisqu'elle n'est pas mariée et qu'elle n'a plus ses parents, donc son tuteur c'est son cousin, et c'est lui qui décide un peu tout pour elle. Alors ça va qu'il est cool archi, heureusement, mais franchement sinon ça aurait été compliqué. Elle va commencer sa saison des débutantes et bien évidemment elle sera mariée au plus offrant. Donc voilà, c'est vrai on a vraiment, alors même si par exemple dans les chroniques de Bridgerton on ne le voit pas de cet œil-là, on le voit d'un œil différent, mais là vraiment on est vraiment en fait sur ce schéma un petit peu particulier. Moi franchement je me suis régalée, c'est un énorme coup de cœur, j'ai adoré la suivre en 1816, j'ai adoré en fait
ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que la romance Régence là-dedans, il y a une enquête, puisque quand elle débarque là-bas, en fait, elle va se lancer dans la résolution du meurtre de sa meilleure amie qui a été retrouvée morte. Elle écrit en secret, en fait, parce qu'à l'époque, les femmes, elles n'avaient pas vraiment le droit d'écrire, donc elle écrit des articles qu'elle vend au journal local, mais sous un pseudonyme. Enfin, franchement, ce livre, il est riche, on s'ennuie pas une seule minute, la plume, elle est fluide, elle est accessible, et j'ai aimé en fait ce mélange entre ancien et moderne quelque part. On a vraiment un bon mix entre le 19e siècle et le 21e siècle. Et c'est ça qui était juste trop bien en fait, qui a fait que j'ai adoré les Converse roses. C'est parce qu'en fait quand elle débarque du coup en 1816, elle a ses Converse roses aux pieds, donc c'était super drôle. Mais voilà, il y a eu des passages aussi où elle a ses premières, elle est indisposée pour la première fois et que il lui sort des culottes et des linges et des machins et elle sort de son sac à main. Un tampax. Bon ben voilà, il y a plein de passages comme ça qui sont, qui peuvent, voilà, qui font vraiment, je sais pas comment expliquer, mais ça fait cette petite, ce petit contraste en fait entre ces siècles. Je sais pas si certains d'entre vous, rien à voir, c'est pas du tout la même période et en fait c'est le film qui est monté de manière un petit peu moderne. C'était le film Marie-Antoinette, c'est un film de Sofia Coppola, c'est un film que j'avais adoré. C'est un vieux film, hein, c'est un film qui a plus de 20 ans, donc je pense que voilà, vous connaissez pas forcément. Mais j'avais adoré ce film parce que donc on est à l'époque on est un petit peu avant la Révolution, mais ce qui est bien c'est que dedans il y a des petits clichés comme ça aussi, de choses modernes de maintenant. Et j'avais adoré ce film, c'est un de mes films préférés tellement je pourrais le re-regarder encore une fois tellement je l'apprécie. Donc allez-y, foncez si vous hésitez encore, arrêtez d'hésiter, il vous le faut. Bon, bah pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'essaierai d'ouvrir un vlog assez rapidement. Donc là, on est mardi. Je vais essayer de finir le montage aujourd'hui pour vous le mettre en ligne demain. Demain ou plus tard jeudi matin. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie. Merci d'être de nouveau présent malgré cette petite coupure. Et je vous invite à mettre un petit soleil en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo qui est très longue et je m'en excuse. Mais voilà, il fallait tout que je vous dise. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.